Nous sommes en avance. Je ne sais pas si nous sommes vraiment en avance. On va commencer pour conjurer le retard. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci d'être venus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage de Paris 2024. Quel héritage ? Je vais faire une brève introduction. Je vais vous présenter notre panel. Un panel très prestigieux, vous allez voir, et qui va aborder énormément de points. Donc, alors pourquoi un cabinet de conseil dans notre domaine s'intéresse-t-il à cette question de l'héritage des jeux ? Je crois que c'est parce que cette question, justement, interroge celle de la durabilité qui est au cœur des préoccupations en tout cas de nos clients, et ce pour les prochaines décennies. Alors il y a eu beaucoup de promesses sur ces jeux, les promesses d'ailleurs formalisées. Michel, je crois que vous tenez le rapport des promesses. La synthèse du rapport. Le rapport, c'était trop lourd pour mon cartable, et c'est le rapport avant-jeu, et donc ils sont en train de faire le rapport après-jeu. Absolument. Voilà, ça s'appelle pré-jeu durabilité. Pré-jeu durabilité, disponible en ligne. Qui date du mois de mai. Mais en ligne, mai 2024. Et vous avez, c'est un gros truc. Donc beaucoup d'attentes, de promesses formalisées, beaucoup d'attentes qui ont été exprimées notamment par l'enthousiasme du public. Et je crois que voilà, les Jeux de Paris, c'était un méga événement porteur d'espoir économique et écologique au sens bien sûr de l'interaction des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Et moi, j'ai retenu deux choses de ces jeux qui m'ont marqué à ce sujet. C'est premièrement la transformation des infrastructures et des territoires. On va en reparler avec vous. On va parler notamment de la Seine-Saint-Denis, des infrastructures et aussi des logements d'athlètes. Et puis d'autres sujets éventuellement. Je pense que vous n'allez pas tarir d'exemples. Et puis le second, moi, qui m'a marqué, c'est au sujet, c'est dans les sujets de durabilité, c'est ceux de l'égalité homme-femme. Je trouve qu'il y a un sujet qui a été aussi sublimé par les épreuves mixtes. Et voilà, donc je pense que c'était pour les Jeux, et puis ensuite les Jeux paralympiques, vraiment une période qui a beaucoup ému tout le monde. La question maintenant, c'est qu'est-ce que ça va transformer en France sur les différents sujets ? Quel sera l'héritage ? Un héritage matériel ou immatériel, pour reprendre les termes d'une des professeurs de l'université Gustave Eiffel. Voilà. Et donc la question aujourd'hui, c'est les Jeux en valent-elles la chandelle, ou bien vont-ils faire pchit ? Donc nous accueillons ce panel aujourd'hui pour répondre à ces questions. Dans le panel, donc à ma droite, Jean-Baptiste Blanc. J'ai préparé parce que j'ai peur de louper pas mal de choses, tellement vos CV à tous sont riches. Mais je ne vais pas tout dire non plus. Rassurez-vous. Sénateur LR du Vaucluse, vice-président de la Commission des Finances. Vous engagez beaucoup sur les territoires ruraux, l'économie locale, l'environnement. Vous soutenez qui coche les cases. C'est bon jusqu'à présent. Vous soutenez une décentralisation favorisant la transition écologique. Depuis 2020, vous défendez les intérêts de votre région au Sénat, et vous êtes aussi rapporteur de la commission spéciale sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs zéro artificialisation nette, je l'ai dit du premier coup, au cœur des territoires. Le ZAN, sujet dont vous êtes le spécialiste. Jean-Baptiste Blanc, bonsoir. Michel Papalardo, on va aller dans l'ordre. Là, c'est pareil, je ne vais pas balayer tout votre CV. Vous êtes présidente de la fondation de l'université Gustave Eiffel,
l'université Gustave Eiffel, qui rassemble donc plusieurs écoles, l'ESIE à Marne-la-Vallée, l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, entre autres. Et l'école d'architecture. L'école d'architecture de la ville de Paris. Tout simplement. Ouais. Et donc, une université sur la transformation de nos villes durables. Les villes durables. Smart au sens de la durabilité, pas que de la technologie. Vous êtes présidente aussi du label ISR et vous avez piloté sa mouture V3. Donc pour certains membres du public, c'est un sujet très parlant. Vous êtes fondation du cabinet Michel Papalardo Conseil, fondatrice, pardon. Il n'y a que moi. Et vous avez été, entre autres, directrice de cabinet de Michel Barnier, Nicolas Hulot, dans les ministères qui ont peut-être changé de nom entre-temps, mais on va dire, en résumé, de l'écologie. Présidente de l'ADEME, directrice générale de France 2, Michel, bonsoir. Hugues Ravenel, conseiller environnement et développement durable de la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des postes chez Météo France, en France, en Outre-mer, dans un certain nombre de territoires. Également un poste au ministère de l'écologie, du développement durable et l'administration dans l'administration des territoires. Voilà. Judoka talentueux qui fait de vous un homme également tout à fait estimable, et c'est dans ce cadre qu'on s'est pas mal croisés. Et enfin, Hugues, bonsoir. Et enfin, Moisel Hassine. Bonsoir. Membre de l'équipe de France d'escrime fauteuil. Plusieurs fois champion du monde de sabre avec l'équipe de France. Fleurettiste également. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait... on peut quand on a le temps. Voilà, des athlètes de très haut niveau, champions dans ça plusieurs disciplines. Ça demande de l'organisation, mais on peut. Vous avez participé aussi aux Jeux de Londres. Donc vous connaissez, oui, vous allez témoigner sur les Jeux de Londres, et vous avez aussi... En effet. Voilà, vous êtes manager chez Orange, chef de projet innovation et marketing pour les Jeux chez Orange, qui était sponsor officiel. Président du club d'escrime de Châtillon, président de l'association Handilib, n'hésitez pas à en dire également, à en parler. Et parachutiste, c'est ce que vous m'avez dit. Mais alors, c'est pas mon activité principale, mais j'adore sauter en parachute. En effet. Moïse, bonsoir. Bonsoir. Bien, maintenant, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser la parole. On va commencer avec vous, Michel. On va parler d'abord des jeux de Paris 2024. On va parler donc un peu comment vous les avez vécus, comment ça a été organisé sur des aspects un peu concrets, et ensuite sur les sujets de transformation, que ce soit des territoires, également des infrastructures. Et puis nous parlerons de l'héritage et de la dynamique, héritage matériel mais aussi immatériel, comme je l'évoquais en introduction. Vous avez participé à la genèse, contribué à la genèse des sujets de durabilité sur les événements sportifs. Oui, c'est ce que vous m'avez dit en tout cas. Oui. Alors là, vous remontez loin, effectivement. Oui, je remonte loin. Comment la durabilité est-elle, les sujets de durabilité sont-ils entrés dans les... Je vais leur redire ce que je vous ai dit, effectivement, parce que ça a un petit côté, c'est un petit lien quand même avec les JO, même si ça date de 2004-2005, c'est-à-dire la Coupe du monde de rugby, qui était franco-anglaise. Et pourquoi il y a un lien avec les JO? C'est parce que c'était Bernard Lapassé, qui était à l'époque président de la Fédération française et qui donc, à ce titre, s'occupait de la Coupe du monde pour la France.
Et j'étais à l'ADEME à l'époque et j'aime beaucoup le rugby. Et donc on s'était dit avec quelques-uns que ça coûtait rien d'aller lui parler et de lui dire qu'il y avait certainement des choses à faire en matière d'environnement dans une Coupe de Monde parce qu'il y avait des stades, parce qu'il allait y avoir des canettes, il y allait y avoir un peu de messages passés aux jeunes, etc. Donc c'était vraiment le début de tout ce qu'on a vu après. Mais il avait bien accroché et on avait pu faire un certain nombre de choses déjà sur les stades notamment et puis sur le recyclage des déchets pendant les compétitions. Bon, ça n'avait pas l'ampleur de ce que ça a eu après, mais j'étais ravie de voir que, en tout cas, j'avais peut-être un peu participé au fait que le sujet l'avait intéressé, et parce que c'est lui quand même qui était vraiment à l'origine, avec d'autres bien entendu, mais on a vu beaucoup Tony Estanguet, mais à l'origine c'était Bernard Lapassé et Tony Estanguet. Malheureusement, il a disparu en 2022, si je ne me trompe pas. Mais donc 2017 jusqu'en 2022, il a porté ce sujet-là. Il était particulièrement attaché à cette dimension durable des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il faut dire Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Dans une dimension qui était, et vous l'avez entendu quand vous avez regardé les manifestations, vous aviez le CIO qui disait qu'il fallait réinventer les Jeux. Donc, on a réinventé les Jeux et la proposition de Paris était vraiment une réinvention des Jeux. Alors, je ne parle pas des compétitions et tout ça, bien entendu, je parle de la manière d'organiser avec cet objectif mis sur la table dès le début d'avoir des Jeux qui allaient vraiment se préoccuper de la dimension durable, donc environnementale et sociale, avec les aspects égalité, inclusion, etc., dont on a déjà parlé et que vous connaissez. Et donc ça a été vraiment un marqueur de la proposition et qui a été donc ensuite déroulé, et on va en parler pendant tout l'organisation. Et c'est important d'avoir en tête que c'était sur le dossier, c'était prévu comme ça, et que ça a nécessité dès l'origine une programmation qui intègre la dimension environnementale. Juste un exemple, dans les grands nombres d'objectifs qui étaient sur la table, il y en a un qui était de diviser par 2 les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre par rapport aux Jeux précédents en enlevant Tokyo parce que ça n'avait pas de sens puisqu'il n'y avait personne, donc voilà, et donc de faire une moyenne et de puis dire on va faire 2 fois moins. Et quand on faisait ça, ça donnait, c'était pas juste on va faire 2 fois moins, ça donnait des tonnes, voilà, un certain nombre de tonnes de CO2. Et ce qui, moi, m'a toujours marqué et que je trouve vraiment remarquable comme méthode, c'est qu'ensuite, ils ont réparti ces tonnes de CO2 qu'ils avaient, entre guillemets, le droit de faire, puisque c'était celle qui restait quand même quand on a fait diviser par 2. Ils l'ont réparti entre les services, entre les activités, la construction, le transport, etc., etc. Et ils ont travaillé avec des budgets, bien sûr, en euros, comme tout le monde, mais aussi avec des budgets carbone. Mais vraiment avec des budgets carbone, en prenant des décisions qui, à chaque fois, donc intégraient la dimension carbone de l'action pour pas dépasser le budget que chaque service avait. Voilà. Je résume un peu, mais c'est vraiment ça l'idée. Et ce management à base de carbone, qui est quelque chose qu'à l'ADEME, on essaye de soutenir. Bon, moi, je ne l'ai jamais vraiment vu fonctionner. Et là, ils l'ont vraiment pris en main dès l'origine. Et j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment anticiper. Ce n'est pas à la fin où on se dit, bon, alors maintenant, est-ce que je suis ou non dans le nombre de tonnes de carbone qu'on avait prévu. Non, là, c'est trop tard. Il faut vraiment le faire en amont. Et juste un deuxième exemple pour vous montrer toujours cette idée d'anticipation. Bon, d'abord, il a fallu former, bien sûr, les équipes, puisque personne n'était prêt à ça. Former les équipes qui allaient travailler. Ensuite, vous avez vu, il y a la formation aussi des bénévoles qui a aussi beaucoup intégré ces dimensions environnementales. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est le fait qu'il fallait... Pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, il fallait qu'il reste à la fin des Jeux le moins de choses possible. Voilà.
et si possible, rien. Et ça s'anticipe aussi. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on a fait dans les jeux précédents, je ne sais pas ce qu'on fera dans les suivants, mais dans les jeux précédents, on a beaucoup moins acheté pour être propriétaire. Je sais pas moi, les voitures, les chaises, les tables, les ordinateurs, enfin tout ce que vous imaginez, pas forcément d'ailleurs être nécessaire pour faire les jeux. Donc tout ça, ça a été en grande partie soit loué, de manière à ce que, à la fin des jeux, ce soit repris par les vrais propriétaires, qu'ils en fassent autre chose et que ce ne soit pas mis à la poubelle comme ça arrive souvent quand on finit des événements de grande amplitude. Soit, si ce n'était pas de la location parce qu'on ne pouvait pas le faire, soit prévoir dès l'origine, quand on passait le contrat, ce qu'il allait advenir du produit après. Et donc, alors, il y en a qui reviennent à leurs propriétaires, il y en a qui sont donnés aux collectivités, il y en a qui vont dans les associations, il y en a qui sont revendus. Enfin, voilà, le devenir, donc l'héritage en fait, de ce côté-là, c'était le moins d'héritage possible. Le devenir de tous ces produits était prévu dans le contrat d'origine. Et ça, il faut vraiment le réfléchir bien avant. Et c'est tout l'intérêt d'un troisième exercice qu'ils ont fait et qui, je l'espère, sera utile à beaucoup de gens, c'est d'avoir fait un certain nombre de guides, et notamment un coach carbone qui vise à faire en sorte de donner le mode d'emploi pour ceux qui vont, alors peut-être faire les prochains Jeux Olympiques, ça oui, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être une Coupe du Monde, ça peut être un grand festival, enfin des événements, l'événementiel. Voilà. Comment on fait pour que l'événementiel intègre bien ces dimensions environnementales? Et pour ça, faut le faire très en amont, d'où la nécessité d'avoir des guides qui vous disent tout de suite, dès le début, il faut que vous fassiez ça maintenant et pas que vous l'inventiez à la fin. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui fait vraiment partie de l'héritage. Si tout le monde sait que ça existe et si tout le monde l'utilise, ça, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est un savoir-faire qui a été développé. Peut-être qui pas a été créé, développé, mais en tout cas largement développé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été inventées, ou enfin vraiment ou testées, etc., et qui ont été écrites et qui sont disponibles. Mais j'insiste sur le fait que c'est pour ça que c'est important toutes ces réunions sur l'héritage. Il faut que les gens sachent que c'est disponible. Alors c'est des guides bien sûr informatiques qui sont sur le site des XY. Il faut qu'on puisse les réutiliser, c'est nécessaire. Même s'il y a quelque chose qui est inscrit un peu plus dans le marbre, c'est qu'ils ont participé à l'amélioration de la norme AFNOR, puisque ce genre de manifestation, comme tout, peut être avoir bénéficié ou non de la normalisation. Et donc, ils ont fait évoluer aussi la normalisation AFNOR sur ce sujet. Donc ça, on peut espérer qu'en tout cas, c'est durable et que ce sera reproductible pour les successeurs de grands événementiels. En effet, donc, alors je suis passé à la Concorde là, ce matin et ils étaient en train ils ont quasiment fini de démonter les échafaudages. C'est vrai que alors sur une épreuve, mon voisin me dit, j'espère qu'on n'est pas Furiani. C'était quand même très impressionnant, très impressionnant. On était très haut sur des choses qui vont être en effet démontées, réinstallées ailleurs, réutilisées. Et récupérées. Voilà, tout ça, c'est ouais. Ça va. On sait où on savait à qui on les louait, à qui on va les rendre, et ce que ça deviendra après. Donc cette sobriété, Hugues, quels ont été les choix stratégiques pour intégrer cette sobriété dans l'organisation de ce méga événement? Et puis peut-être on peut parler un petit peu de financement. Je l'avais éteint parce que c'était les consignes. Du coup, peut-être, parce que je ne sais pas si tout le monde a conscience du périmètre des Jeux Olympiques et Paralympiques, et pour expliciter cette sobriété qui est basée essentiellement sur l'utilisation d'infrastructures existantes et la construction d'infrastructures avant tout pour la seconde vie. Peut-être j'ai quelques illustrations. Elles sont là ou pas? Je crois que c'est là, c'est ici, c'est en bas là. Ah c'est là. Ouais, juste que tu.
Si tu secoues, ça apparaît. Et je ne sais pas si ça a été mis après. Et si tu appuies sur la suivante, voilà. Donc, peut-être un mot sur l'organisation. Donc, tout le monde connaît le comité d'organisation présidé par Tony Estanguet. C'est une association loi 1901, alors un petit peu particulière, hein, 4,4 milliards de budget. Pas annuel, hein, mais depuis 2017. Donc ce budget, cette association loi 1901 était en charge de l'organisation des Jeux et quelque part le faisait pour le CIO. Elle avait deux donneurs d'ordre, le CIO et puis la France et la ville de Paris qui est collectivité haute aussi. Donc ces financements-là, c'est essentiellement du privé. Il y a un petit peu de public pour le Paralympique qui bénéficie encore de moins de sponsors, même si on a vu des progrès très nets sur ce sujet-là. Mais sinon, c'est les sponsors internationaux. J'y reviendrai peut-être si on parle de plastique, mais Coca-Cola, par exemple, c'est un sponsor du CIO. Et la France, même si elle n'avait pas envie de Coca-Cola, elle n'avait pas le choix. Voilà, donc il y a comme ça des top sponsors qui sont Samsung, Toyota, Bridgestone, voilà, donc qui ont des partenariats de très long terme. Pour vous dire, Coca-Cola, ils sont partenaires des Jeux depuis 1928 et ils ont un contrat jusqu'en 2032 Brisbane. Donc, vous voyez, c'est... il y a des partenaires nationaux et donc voilà, ça c'est les sponsors qui peuvent soit apporter du cash, soit apporter des prestations en nature. Il y a les billets et il y a les produits sous licence. Donc mon collègue à la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques ne cessait de dire acheter des friges, des t-shirts, des sweatshirts, parce que comme ça, ça va équilibrer le budget. Donc voilà, ça c'est 4,4 milliards. Et dans le conseil d'administration de Paris 2024, il y avait l'État, il y avait les collectivités locales. Donc voilà. Et ce que je vous ai projeté là, c'est les 60, enfin pas 70, mais une partie des 70 ouvrages olympiques. Et c'est pour répondre à la sobriété, parce que, alors, désolé, je ne sais pas si vous les voyez très bien, il y a le Stade de France, il y a la piscine de Colombes, il y a le Stade de Colombes, il y a le Stade de Vers-sur-Marne. Donc il y a beaucoup d'infrastructures qui ont servi pas forcément de site de compétition. Ça peut être des passerelles, ça peut être la rénovation du petit bras de la Seine à côté du village olympique. Et donc, pourquoi ça a été sobre ? Parce que, en fait, la plupart de ces investissements de long terme, qui représentent globalement 4,5 milliards avec 1,7 milliard de public, 1 milliard d'État, 700 millions collectivités locales et le reste d'investissements privés, parce que sur le village olympique, il y a des logements qui ont été construits et il y a des investisseurs qui vont revendre ces logements. J'y reviendrai plus tard. Donc, on n'a pas construit, comme ça avait été le cas à Athènes, énormément d'infrastructures nouvelles. On a utilisé l'existant, le Stade de France par exemple, et dans les infrastructures nouvelles, comme Arena La Chapelle, Porte de la Chapelle ou le centre aquatique olympique, on les a construits en pensant à la suite. Et sinon, il y a eu aussi beaucoup d'infrastructures, parce que ce qui est important en termes d'héritage, c'est pour les franciliens, quoi. Donc il y a des infrastructures qui ont servi de sites d'entraînement et qui ont été rénovées à cette occasion-là. Par exemple, la piscine, alors le nombre, j'arrive pas à me souvenir du nom, mais il y a une piscine qui avait servi en 1924 et qui a été Georges Valeret, dans le 20e, voilà, ça me revient. Elle a été rénovée à cette occasion-là et elle a servi de site d'entraînement. Donc ça, c'était bien parce que les infrastructures où il y a les compétitions, c'est pas forcément des infrastructures qui servent aux franciliens tout le temps, mais en faisant ça, en se disant on va en profiter pour rénover des infrastructures qui vont servir ensuite au quotidien des franciliens, ça a été gagnant-gagnant. Et un dernier point, c'est que si tu parlais des infrastructures temporaires, effectivement, on a fait le choix
d'utiliser le Grand Palais ou des stades extérieurs qui sont ponctuels plutôt que de construire des arénas qui serviront très peu après. La compacité aussi, c'est important. Tu peux passer à la diapo suivante. La plupart des infrastructures étaient très autour de Paris, donc ça minimisait le développement. Alors il y a des exceptions à ça, hein. Évidemment, il y avait Châteauroux, il y avait les stades olympiques, mais là encore, les stades de foot, je veux dire, mais là encore, les stades de foot, plutôt que d'utiliser des stades autour de Paris, utiliser des stades à Nantes, à Bordeaux, à Nice, à Marseille, ça a permis aux jeux que les jeux soient pas uniquement parisiens. Donc il y a eu le tir à Châteauroux et puis évidemment le surf à Teahupo'o. Voilà. Donc là, vous voyez que toutes les infrastructures et tous les petits points que vous voyez, certains comme le centre sportif La Doumègue dans le 19e, je sais pas, c'est une équipe de hand qui s'est entraînée là, enfin je sais pas. Voilà, donc je suis très bavard, il faut que je me taise, c'est ça et peut-être la diapo suivante. Donc, en tout cas, ce que vous voyez là, c'est tout ça, c'est en ligne. Hein. C'est extrait d'une note de l'Institut Paris Région sur l'impact en termes d'urbanisme. Donc, on y reviendra quand vous parlerez artificialisation nette. Et il y a un zoom sur le village des athlètes et un zoom sur le cluster des médias. Et puis, dernier point, peut-être la diapo suivante, et qui est alors, c'est pas vraiment de la sobriété, mais en tout cas, c'est important pour montrer les enjeux en termes d'héritage, en termes d'environnement. Donc, c'est le centre aquatique olympique qui est construit en face du Stade de France et dans lequel il n'y a pas eu les épreuves de natation. Vous allez me demander, mais pourquoi il n'y a pas eu les épreuves de natation dans le centre aquatique olympique ? Eh bien, figurez-vous, et d'ailleurs ça a fait un mini-scandale des fois, alors que d'un point de vue environnemental, et ça illustre bien, disons, peut-être pas la sobriété, mais en tout cas l'efficacité, on a Arena La Défense, qui est une salle qui peut accueillir 20 000 personnes. La Fédération internationale de natation souhaite avoir des épreuves de natation dans un endroit qui peut accueillir au moins 15-20 000 personnes. Et du coup, c'était plus malin de mettre un bassin temporaire ici. D'ailleurs, vous avez entendu parler, tout le monde veut ce bassin temporaire maintenant. Il était prévu pour aller en Seine-Saint-Denis, mais Toulouse en voulait. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Et le centre aquatique olympique, il y a eu des épreuves olympiques, il y a eu le water-polo, il y a eu le plongeon. Le plongeon, maintenant, vous le savez, parce que le jour de l'inauguration, vous avez eu ce fameux plongeon du plongeur Alexis Gendard qui a fait le tour de la toile. Et cette infrastructure, elle a, pendant les Jeux, 6000 places. Il y avait 3000 temporaires. Et pourquoi c'est intéressant de ne pas avoir fait une piscine avec 15 000 places, c'est qu'elle va servir essentiellement aux collégiens de Seine-Saint-Denis, et ça ne servait à rien de construire une infrastructure avec 15 000 sièges. Et donc, il y a 3 000 sièges qui vont être enlevés, remplacés par des salles dans lesquelles on pourra faire du yoga, des choses comme ça. Et le bassin lui-même, c'est un bassin de 70 mètres qui peut se diviser en plusieurs bassins, qui facilite l'accueil de plusieurs classes. Et la forme, elle permet de minimiser le volume à chauffer. Et c'est pour ça, et c'est une charpente de 90 mètres. Il y a 3 morceaux de 30 mètres. Et technologiquement, c'est très intéressant, avec du bois français en plus. Voilà. Merci Hugues. Alors, Moise, vous êtes athlète. Quelles ont été vos observations sur Paris 2024 et finalement, qu'est-ce que, selon vous, a été positif ? Qu'est-ce qui reste encore à faire sur les sujets peut-être qui vous touchent particulièrement sur l'accessibilité et la mobilité ? Merci pour la question. Alors, ce qui a été de positif, tout a été positif. Sincèrement, ces Jeux ont été une réussite totale et une fierté pour notre nation. Et il faut vraiment... Je pense que les citoyens français et les organisateurs ne se rendent pas encore compte de ce que nous avons fait et de la manière dont nous avons accueilli le monde. Parce que
l'un des enjeux est aussi celui-ci, montrer le meilleur d'une nation lorsqu'on est organisateur. Certains organisateurs l'ont fait en détruisant des forêts pour des jeux d'hiver, d'autres ont fait d'autres choix. Nous, on a réussi à faire concorde et une communion avec tous les citoyens français, mais également avec les citoyens du monde entier. Ça, c'est la première grande nouvelle. La deuxième, en ce qui me concerne, est l'un des engagements de Paris 2024. Il y avait un enjeu et un engagement concernant la mobilité, l'accessibilité pour les spectateurs. Je ne parle pas des athlètes. Les athlètes, ils sont pris en charge de bout en bout. Donc, qu'ils soient valides ou paralympiques, c'est la même prise en charge. En revanche, c'est le déplacement, la mobilité et l'expérience Instadia pour les spectateurs en situation de handicap. Et Paris 2024 a été soutenu par ses partenaires premium et tous les sponsors dans cette démarche-là. Parce que tout à l'heure, vous l'évoquiez, les engagements de Paris 2024 concernaient aussi les partenaires sur les enjeux de sobriété, sur les enjeux d'inclusion. Et concernant l'accessibilité, l'innovation a été un franc succès et Paris 2024 a pu compter sur de nombreux partenaires. Je prends juste 2 exemples que des spectateurs particuliers ont vécu au Stade de France ou à l'Arena Bercy. Ce sont les tablettes pour les non-voyants. On ne se rend pas compte de ce que ça peut représenter, mais pour un spectateur atteint de cécité, de pouvoir vivre un événement comme n'importe quelle autre personne, on parle d'émotion là. Et ça, ce n'est pas quantifiable. Ces moments-là ont été incroyables. Pour connaître particulièrement cette start-up qui a été choisie par Paris 2024, je connais les enjeux derrière et le premier enjeu, il n'est pas business. C'est vraiment un enjeu de pouvoir partager des moments événementiels. L'événementiel, aujourd'hui, Paris 2024, avec ce qui s'est passé, a changé tous les paysages de l'event. Vous l'évoquiez tout à l'heure, parce que ces tablettes-là vont être conservées au Stade de France. Donc, l'organisateur d'un événement ne peut plus se passer de ces tablettes-là pour les personnes atteintes de cécité. À l'Arena Bercy également. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui a permis à Paris 2024 et à tous les citoyens français de pouvoir vivre une expérience JOP fantastique. Je vous assure, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on a vécu cet été. Vous allez vous réveiller et vous verrez que vous aurez tous vécu cet événement. Merci Moez. On va parler peut-être un petit peu d'argent avec vous, Monsieur Blanc. Non, j'avais une question sur, en effet, donc sur les sujets de sobriété, de contraintes budgétaires qui ont déjà commencé à être évoquées. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français pour être innovant avec des contraintes budgétaires fortes? Comment on avance avec des contraintes budgétaires fortes sur des sujets de société comme ceux qui ont été évoqués à l'instant? Et alors, si vous avez besoin de prendre des exemples sur le zéro artificialisation nette, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas non plus. Mais voilà, donc c'est un petit peu la question qu'on se pose tous là, quelques semaines avant les annonces des nouveaux budgets de l'État. Il va falloir avancer. On a des enjeux sur la durabilité, ça va coûter cher, il faudra le financer. Il va falloir être créatif et innovant. On reparlera d'innovation avec vous aussi, Michel. Michel Barnier. Ça va aller ? Oui. Il me faut 1 heure là en fait. Hein. Non, mais on va. Non, on va la faire courte. Moi, je voulais vous remercier de votre invitation. Par l'entremise du maire de Beaulieu. Il n'y a pas que Paris, il y a Beaulieu en matière de beauté d'une commune. Voilà. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir vous dire quelques mots sur ce sur quoi je travaille au Sénat, qui effectivement est le sujet du ZAN, le zéro artificialisation nette, et dont je me rends compte que les JO sont l'illustration et la préfiguration, et ce vers quoi finalement nous devons aller.
Voilà, en résumé. Mais je vous recommande vraiment, si ce n'est déjà fait, de vous pencher sur ce sujet du zéro artificialisation nette que nous allons définitivement appeler le ZAN, qui est pour moi un des défis du siècle. Il y en a un paquet, mais ça en fait partie. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il s'agit du sujet en fait de la sobriété foncière et de la renaturation. La Convention citoyenne sur le climat, il y a quelques années, a considéré qu'il fallait rendre l'obligation d'être plus sobre en matière foncière et l'obligation de renaturer beaucoup plus contraignante. Donc on l'a mis dans la loi. Alors ce qui pose difficulté, je n'ouvrirai pas ce débat ce soir, c'est comment les maires vont appliquer cet effort qu'on leur demande, en clair, de diviser par 2 la consommation de leur foncier, alors pas en Ile-de-France, parce que vous êtes déjà au-delà, mais dans le reste du pays, pour atteindre un zéro compensé en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, moi, élu local, toi, élu local, et nos collègues devront, à chaque fois qu'ils consommeront du foncier, le rendre à la nature. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'arrêter l'étalement des villes, parce que ce n'est pas bon pour le climat. L'objectif, c'est de questionner le modèle du pavillon, pour ne pas dire en finir. Le pavillon avec sa piscine et ses voitures. L'objectif, c'est de rendre des terres à l'agriculture, parce qu'il y a un sujet de souveraineté alimentaire. Et l'objectif, c'est de rendre des terres à la nature. Et pour ce faire, que faut-il faire ? Il faut s'appuyer sur l'existant. L'existant, c'est quoi ? C'est des friches qu'on a à reconquérir, c'est restaurer, rénover, et c'est densifier. Faire de la ville sur la ville. Une fois qu'on a dit ça, hein, c'est très bien, c'est très beau, mais après, il y a d'autres questions qui vont se poser à nous. L'autre objectif, c'est pas que de questionner le modèle pavillonnaire, c'est de questionner le modèle du bureau. Puisque la crise sanitaire en plus s'est passée par là et qu'on n'a visiblement pas autant besoin de bureaux que par le passé. Et puisqu'il faut qu'on densifie, il faut qu'on multiplie les usages. Donc un bureau peut devenir un logement, une salle polyvalente peut servir à plusieurs autres activités. Il faut une réversibilité, il faut une multifonctionnalité, multiplier les usages. Voilà. Ça, c'est la ville idéale. Et dans une ville idéale aussi, il y a la renaturation. Il y a les îlots de fraîcheur, il y a la nature en ville, et pas qu'en ville. Il y a l'agriculture, ce que je vous ai dit à l'instant. Donc ça fait 2 défis monstrueux, ceux de densifier et de renaturer, et de réfléchir à une réversibilité de tout ce qu'on est en train de faire, plus de vertu dans ce qu'on fabrique, dans ce qu'on construit. Le ZAN, c'est ça qu'il y a en substance. Ça ne passe pas chez les élus locaux, pour l'instant. C'est pour ça qu'on travaille avec le Premier ministre à un nouveau texte pour trouver une meilleure méthode pour y parvenir. Ce ne sera pas le débat de ce soir, mais nous ne sommes pas d'accord au Sénat sur la méthode qui est une méthode planifiée, c'est-à-dire imposée aux élus, aux aménageurs et autres. C'est-à-dire pas territorialisée, ne tenant pas compte des spécificités des territoires et qui n'est pas financée. Voilà. Et c'est pour ça que l'exemple des JO me passionne ce soir et vraiment merci pour cette table ronde. J'ai l'impression qu'il y a des chemins pour y parvenir. Voilà. Il y a une société publique qui a été créée, elle est financée, vous l'avez dit, privée et publique, et vous êtes arrivé à être vertueux sur l'existant, la densification, le multi-usage, enfin tout ce qu'on vient d'évoquer. Alors pour terminer, je peut-être reprendrai la parole tout à l'heure, mais on va rendre 2 rapports là au Sénat pour trouver des outils, pour proposer des outils aux élus, c'est-à-dire l'ingénierie que vous avez en Ile-de-France, mais nous la voulons dans le reste du pays, et pour proposer des financements. Proposer des financements, c'est-à-dire ça suppose de réinterroger la fiscalité, parce que nous avons une fiscalité de l'urbanisme, de l'aménagement, du logement qui n'est pas du tout orientée vers cet effort que nous devons faire en matière d'artificialisation. Parce que, évidemment, en toile de fond aussi, ça c'est la suite de l'histoire. Si on arrive à moins artificialiser, être plus vertueux, comme vous l'avez fait sur les JO avec tous ces bâtiments exemplaires, ben cela veut dire qu'on va pouvoir s'occuper de la suite de l'histoire, c'est-à-dire de la santé du sol, du sous-sol. Parce qu'on a des sols et des sous-sols en très mauvaise santé. Et tout ça est un système plus global dont il faut qu'on tienne compte désormais. C'est la suite de l'histoire. Voilà. Alors, je ne réponds pas à la question qui était autour de comment on fait Voilà. tout ça sans argent. C'est impossible. C'est impossible. Ils ont trouvé la solution en Ile-de-France parce qu'il y avait les JO. C'est exemplaire en ce sens. C'est-à-dire qu'ils sont appuyés sur l'existant. Ils ont rénové, ils ont densifié, ils ont multiplié les usages, ils ont créé une société, ils ont financé et ils sont allés vite. On est très intéressé au Sénat aussi sur les procédures accélérées dont vous avez bénéficié pour faire ça très vite. Voilà.
Donc pour nous, c'est particulièrement exemplaire. Comme ce qui va être exemplaire, c'est l'après-JO, qui est l'objet de cette table ronde. Voilà. Donc vous êtes sur ces sujets de transformer en logement, y compris des logements sociaux, garder des équipements. Enfin, voilà, je ne vais pas dévoyer la suite. Voilà. Donc nous sommes très intéressés par l'expérience des JO au Sénat, qui va nous inspirer pour réussir à atteindre l'objectif du ZAN. Et d'ailleurs, ce passage à l'échelle nécessitera quand même d'ajuster parce que... Là où je suis critique sur le financement, c'est que l'État n'a pas prévu la territorialisation, n'a pas prévu le financement, je vous l'ai dit. C'est un impensé. Et puis on arrive au moment du crash budgétaire, donc ça tombe mal. Et le peu qu'on sait, c'est qu'il faut 50, 60, 70 milliards pour réussir la transition écologique, mais la sobriété foncière est une petite partie de cette transition. Néanmoins, si on veut inciter les élus et leur permettre de réussir à atteindre ces objectifs dont on vient de parler, il va falloir vraiment trouver ces financements. Et par la fiscalité, notamment, il y a de très nombreuses pistes, sans inventer d'impôts, parce qu'il y en a déjà assez, mais en toilettant leur assiette et en les affectant à ces nouvelles politiques publiques. Il y a tout à imaginer, parce que l'État ne l'a pas fait. Merci. Et alors, il y a un sujet qui a fait débat, c'est celui de l'assainissement de la Seine. Juste, est-ce que je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la sobriété? Parce que moi, je ne vois pas la sobriété comme une dépense. La sobriété, c'est le moyen de faire des économies. Si les Jeux Olympiques de Paris ne coûtent que, au total, 8, allez, 9 milliards, on va arrondir, je ne sais pas trop, c'est dans ces eaux-là, 4 plus 4, là, comme vous l'a dit Hugues, c'est parce qu'on avait décidé d'être sobre. Hein. C'est parce qu'effectivement, comme il l'a dit, on n'a pas construit plein de trucs partout. On a réutilisé des choses qui existaient. On a construit sur des friches, hein, parce qu'en fait, les villages sont sur des friches. Mais j'y tiens parce qu'on dit souvent que l'environnement, ça coûte cher. Bon, eh bien non, la sobriété qui est il n'y a pas que ça, hein, non, la protection de l'environnement, mais qui est un élément fondateur réellement de tout ce qu'on veut essayer de faire, que ce soit en matière de climat, de biodiversité, de ZAN, etc. C'est de la sobriété, et la sobriété, c'est ça qui nous permet de faire des économies. Et quand on réfléchit, mais dès le début, c'est pour ça que c'est ce que je disais, quand on intègre réellement la sobriété, quels que soient les éléments de réflexion qu'on a, on dépense moins, c'est ça que je veux dire, on dépense moins que si on ne le fait pas. Bon, alors bien sûr, ça n'empêche pas de faire des choses, la preuve, on fait des Jeux Olympiques. Mais j'aime bien le voir de manière positive, et je considère que vraiment c'est une des démonstrations, je suis comme vous, j'essaye de trouver des démonstrations avec les Jeux, c'est une des démonstrations qui nous permettent de faire les Jeux Olympiques. Du coup, on lance le débat. Je suis d'accord avec tout ça. À la seule, c'est pas une nuance, c'est en rajoutant quand même la question du foncier. C'est-à-dire que le foncier qui se raréfie devient beaucoup plus cher, et c'est pas en Ile-de-France qu'on va dire le contraire. C'est-à-dire que tout ça nécessite la maîtrise du foncier, et qui, voilà, c'est le seul. C'est pour ça qu'on doit trouver des solutions fiscales pour libérer un foncier qu'on peut exploiter dans le cadre du ZAN en étant plus sobre. Mais vous avez des outils extraordinaires. C'est que Solidéo, c'est une chose, mais vous avez Grand Paris Aménagement, j'allais dire GPA. Vous avez plein d'établissements publics. Vous avez l'EPFIF, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France. Des outils publics qui permettent de maîtriser le foncier, qui est le nerf de la guerre. En région, on a moins d'outils. On a un établissement public foncier quand même régional. Voilà. Oui, pas dans toutes les régions, mais effectivement. Et effectivement, ça a été une bataille. Parce que j'étais en Bretagne au moment où la Bretagne a imposé à l'État de mettre en place ceci. C'est pour ça que c'est en avance sur tous les outils. Mais volontiers pour continuer à discuter au-delà de ce qu'on va avancer dans la table ronde. Effectivement, cette ingénierie dans l'héritage de la Solidéo, cette capacité à superviser des maîtrises d'ouvrage publiques, des maîtrises d'ouvrage privées, et à assurer de la maîtrise d'ouvrage directe sur certaines infrastructures comme des passerelles. C'est vrai et cette question du calendrier, c'est ça que je voulais dire. Rappelez-vous, en 2005, les Anglais, de manière sans doute pas totalement honnête, remportent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2012. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais
on avait aussi des friches. C'est vrai qu'il y a beaucoup de friches. C'était les délaissés de la SNCF à Batignolles. Là, c'est plutôt le village olympique. Je suis allé vite, pourtant j'ai parlé longtemps, mais c'était des délaissés plutôt d'EDF avec des anciennes centrales. Mais donc, juste pour vous donner le timing, effectivement, les Jeux olympiques ont été une formidable opportunité. Donc cette ZAC des Batignolles a été faite. Maintenant, vous voyez tous le tribunal d'instance qui est une sorte de totem, voilà. Mais ça a été lancé en 2005 et ça a été fini en 2020. Alors que là, on a gagné les Jeux en 2017 et alors le village n'est pas tout à fait prêt, il faut le reprendre, mais fin 2025. C'est fini et il y a des écoles qui sont déjà construites, des infrastructures. Donc effectivement, il y a cette capacité d'alignement. Ça a été. Moi, je suis arrivé qu'il y a 2 ans, donc je récolte juste les fruits, mais c'est vrai que pour voir comment les élus en Seine-Saint-Denis, bon, ils sont un peu tous du même bord politique, mais ils ont travaillé ensemble. L'ouvrage dont on voit là, en revanche, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est MGP. Un ancien sénateur aussi que je puis son nom, Ollier, voilà, qui était. Et donc il y a eu une capacité des différents acteurs publics privés à agir ensemble qui a été vraiment forte. Et du coup, tu parlais de baignabilité. Du coup, je fais la transition tout de suite, c'est ça ? Oui, parce que là aussi, on a l'impression que ça a été un déclencheur, un alors accélérateur. Tu peux avancer. Je crois que c'est peut-être 2 diapos parce que j'avais mis 2. Ouais. Encore. Non, remonte encore. Voilà. Effectivement. Donc la baignabilité, là ce que vous voyez, c'est les 32 lieux de baignade potentiels en Île-de-France, sur le bassin de la Seine et de la Marne. Là, c'est l'argent qui a été dépensé pour la baignabilité, c'est pas dans les milliards dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est 1,4 milliard en plus. Mais c'est intéressant aussi parce que là, alors il y avait des infrastructures, hein, le bassin d'Austerlitz, alors lui on le voit pas comme le tribunal d'instance parce qu'il est sous terre, mais on voit quand même il y avait des infrastructures aussi dans le Val-de-Marne et tout ça. Et là encore, en 2017, le plan baignade, les JO ont servi un peu de catalyseur et de mécanisme d'alignement des volontés politiques. Et il y a l'État et la ville de Paris et plein d'autres collectivités locales, le conseil départemental, le Val-de-Marne, celui de Seine-Saint-Denis, ont travaillé ensemble pour avancer, donc avec des projets d'infrastructure, mais aussi avec des choses très concrètes. C'est-à-dire il y avait 10 000 branchements incorrects, c'est-à-dire des péniches, mais aussi des bâtiments privés, mais aussi publics. Je ne citerai pas l'administration dont les toilettes se déversaient directement dans la Seine ou dans la Marne, plusieurs bâtiments. En fait, ce qui se passe, c'est que historiquement, la Seine était un égout à ciel ouvert. Hein. La baignade dans la Seine est interdite à Paris depuis 1923. De 1923 à 1970, la qualité de la Seine n'a cessé de décroître. En Seine, en 1970, à Paris, il n'y a plus que 2 espèces de poissons. Et donc, depuis, il y a des efforts qui sont faits. Le président Chirac, quand il était maire en 90, avait dit qu'il se baignerait. Il ne s'est pas baigné, mais il y avait quand même des efforts. Mais le dernier coup de collier pour résoudre ces problèmes de branchement, pour faire ces grandes infrastructures, eh bien, l'imminence des JO a permis ça. Et sur la question du financement, parce que moi, c'est quelque chose qui m'interrogeait, c'est des financements en particulier qui viennent de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et j'ai demandé à la directrice générale, j'ai dit, mais du coup, est-ce que ça n'a pas enlevé de l'argent pour une usine d'assainissement dans les coins reculés, justement. Et en fait, elle dit que, et vous le savez sans doute comme élu local,
ces projets prennent souvent du temps, il y a des maîtrises d'ouvrage qui ne sont pas forcément très mûres. Et là, quelque part, d'abord, il y a beaucoup d'argent à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, une partie a été dévouée à ça, mais ça n'a pas forcément ralenti les projets ailleurs. Et surtout, ces projets-là sont sortis dans les temps et avec de l'argent qui était de toute façon prévu pour ça, parce qu'au titre de directive européenne sur le bon état écologique du milieu, on était obligé de faire ça. Et donc là encore, en termes de transformation, ça a été gagnant-gagnant. Et effectivement, alors c'était bien qu'on puisse avoir les Jeux, ça a été tendu, en particulier pour les Paralympiques. Pour la petite histoire, au début, on s'est dit, bon, il va pleuvoir, donc on organise tout le triathlon le dimanche. Finalement, il a plu avant, donc on a tout organisé le lundi, mais il y a des très belles images, des très belles victoires françaises en triathlon. Mais finalement, et c'est pour ça que j'ai mis cette illustration-là, et surtout dans un contexte de changement climatique, ce qui compte, c'est que demain, on ait accès à la Seine, qu'elle soit évidemment un milieu très biodivers, mais qu'on puisse aussi se baigner. Et donc, les collectivités locales se sont portées candidates pour faire des lieux de baignade. Et donc, quand il y aura des périodes de canicule, on a ces lieux de baignade à disposition. Et là encore, on a fait du gagnant-gagnant sur ces questions-là. Paris-Plage a de bel avenir. Peut-être Moïse parlait tout à l'heure de certaines innovations qui ont marqué les Jeux. Michel, sur le sujet de l'innovation, quelles sont les innovations qui, selon vous, ont marqué ces Jeux et vont perdurer, et en quoi ces Jeux ont été finalement un catalyseur pour le développement peut-être de certains écosystèmes entre des startups, des collectivités locales, un ensemble d'acteurs qui vont, on l'espère, demain être dans cette innovation dont on a tellement besoin pour surmonter que ce soit les enjeux climatiques, sociaux, etc. Il y a eu vraiment beaucoup d'innovations. J'aime bien en parler parce qu'en général, on n'en est pas conscient. On a regardé les jeux, on a trouvé que c'était très bien. Mais forcément, on n'a pas d'informations sur tout ce qui s'est passé derrière. Si on met d'abord d'un côté Solideo, donc Solideo, c'est l'entreprise qui construisait, dont on a parlé tout à l'heure. Ils avaient un fonds spécifique qui a été créé dès le début, je reste sur mon idée, il faut anticiper, pour financer des innovations. Voilà, puisque l'innovation, ça coûte un peu plus cher, il faut tester. Voilà. Et donc, ils avaient prévu qu'il y aurait, alors c'était au début, je crois que c'était 50 millions, finalement, parce qu'il fallait tenir le budget, et ils sont restés qu'à une 40aine de millions, et ils ont soutenu une 30aine d'innovations diverses et variées. Alors, il parlait tout à l'heure de la charpente du centre aquatique, par exemple, le fait de faire cette charpente avec en bois sur 90 mètres de long, avec tout un tas de systèmes très particuliers. C'est très beau à aller voir, je vous incite à aller visiter tout ça. Ça, c'était une innovation. Les villages, puisqu'il y a celui des médias et puis celui qu'on a vu avec les athlètes, ce sont des constructions bois. Alors, on va me dire, on sait faire des constructions bois, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore vraiment faire. Et donc, il y a eu beaucoup de constructions bois avec des innovations, notamment, pour vous montrer le côté très opérationnel de ces innovations, comme le village devait être accessible à 100% aux athlètes qui allaient venir après pour le para-olympique, et qu'on faisait des constructions bois, on ne savait pas, ça n'existait pas, on ne savait pas faire des douches à l'italienne, comme on dit, des douches complètement plates, sans rebord, dans une construction bois, parce qu'il y avait des problèmes d'infiltration, d'épaisseur. Enfin, moi, je ne suis pas constructeur, mais on voit à peu près où pouvaient être les difficultés. Et donc, ils ont travaillé pour que, dans ces constructions bois, il y ait des douches qui soient complètement plates, en fait. Et ça a fait l'objet de brevets, de guides, de méthodes, bien entendu, pour qu'on sache maintenant construire
des douches comme ça dans tous les immeubles qui seront en construction bois. Il y a beaucoup de béton bas carbone et très bas carbone, donc on a testé beaucoup de choses pour faire ces bétons très particuliers. Je vous donne des choses très en désordre parce que pour que vous voyez la diversité. On a testé des trottoirs avec des coquillages qui visent à recevoir l'eau quand il pleut. En dessous, on a prévu de garder l'eau, une partie en tout cas, et quand il fait trop chaud, qu'on a besoin d'un peu plus d'humidité, on a un système réversible qui renvoie l'eau et qui donc humidifie, rafraîchit, etc. Il y a des ombrières qui absorbent 90% des particules fines. Dans certains endroits, ça peut avoir un sens. Il y a dans les constructions, chacun des constructeurs avait l'obligation de faire une grosse innovation dans au moins un de ces bâtiments. Et donc, ils ont chacun développé quelque chose de différent. Il y a notamment un bâtiment dont on parle beaucoup qui s'appelle Cycle, dans lequel l'eau est en circuit fermé. Toutes les eaux, bien entendu, l'eau propre et l'eau sale, les eaux usées, donc elles sont comme dans l'ISS. Elles sont filtrées comme voilà, c'est ça, exactement. Elles sont filtrées, elles sont réutilisées. Il y a des toitures végétalisées pour récupérer tout ça. Enfin, voilà, tout un système qui devrait fonctionner. Il y a la couverture de la gare routière qui était faite avec une espèce de tissu photovoltaïque qui va être plié et rangé qu'on va pouvoir utiliser ailleurs. Tout ça, c'est des choses qui sont des innovations. Ça, c'est celle de la Solideo. Il y a des innovations qui ne sont pas forcément Solideo. Quelques mots également. Par exemple, parce qu'on parle toujours de climat, mais il y a aussi de la biodiversité. À Marseille, il y avait des bouées forcément pour faire toutes ces compétitions là dans la mer. Et on a fait des bouées géostationnaires. C'est-à-dire que normalement, une bouée, ça s'accroche au fond. Et quand vous avez des posidonies au fond, vous ne voulez pas accrocher de bouée au fond. Donc, on a fait des bouées qui ne s'accrochent pas au fond, qui ont une batterie, un moteur. Vous allez me dire, c'est pas bien. Pour la biodiversité, ça, c'était bien. Donc, un moteur, et puis qui fonctionne avec un GPS. Donc, on leur dit, vous mettez comme ci, vous mettez comme ça, ils le font. Ce qui veut dire qu'on évite aussi tous les bateaux qui, normalement, transportent tous ces bouées et qui ne sont pas toujours électriques. Et en plus, ça résiste bien au Mistral. C'est pour vous montrer jusqu'où ça va. La vasque olympique, je suppose que vous avez tous bien compris que c'était une super innovation puisqu'il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas de gaz, il y avait juste de l'électricité et de l'eau. Voilà, électricité avec de l'eau. Normalement, c'est pas bon, mais là, ça a fait la vasque olympique. Et ça, c'est une vraie innovation aussi. Et dernier point, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas en tête non plus, on a beaucoup innové sur la diffusion des matchs, parce que la diffusion d'un match, normalement, une compétition sportive, normalement, ça ne se fait pas sur le réseau. On a toujours peur que le réseau se coupe, tombe, enfin, voilà. Donc, tout se fait sur des groupes électrogènes, voilà, des groupes électrogènes qui donc fonctionnent normalement au gaz, au diesel ou à des choses comme ça. Donc c'est très mauvais, bien entendu, pour le climat. Et donc là, on a fait en sorte que tout soit fait sur le réseau. Alors, bien sûr, il y avait un petit peu en secours, mais en secours, pas en premier. On secourt quelques groupes électrogènes, bien entendu, mais là aussi innovant. Il y en a quelques-uns qui étaient à l'hydrogène, ça c'était aussi une innovation, et d'autres qui étaient sur batterie. C'est des exemples parmi d'autres, les tablettes, etc., vous en avez parlé, mais c'est important d'avoir en tête qu'on a vraiment mis au point beaucoup de choses à l'occasion de ces Jeux Olympiques, et c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels qui m'intéresse particulièrement, parce que j'aimerais bien être sûr voir comment ces innovations vont vivre et vont être diffusées. On n'a pas inventé tout ça pour les JO et puis c'est tout. Non, au contraire. Donc comment on va diffuser l'information, comment on va diffuser l'innovation, comment elle va être reprise ou pas reprise, et comment certaines vont peut-être pas fonctionner complètement non plus, parce que ça va peut-être fonctionner qu'un jour et que ça sera peut-être pas, c'est peut-être pas forcément génial, je dis n'importe quoi, d'avoir un bâtiment qui recycle complètement ses eaux. On va voir, on va pouvoir le tester, on va l'évaluer et puis on verra ce que ça donne. Et donc c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on travaille avec l'université Gustave Eiffel et la fondation que je préside.
Merci. Et c'est une statistique, il y a une statistique aussi dans le rapport. Il y en a plusieurs. Mais il y en a une qui dit que toutes ces innovations et tout ce qui a été fait pour les jeux a été fait à 90%, me semble-t-il, par des entreprises françaises. Ah oui, C'est ça. oui, absolument. Hein. La plus grande partie, ce sont des entreprises françaises. Et il y avait aussi dans les engagements qui étaient pris un engagement d'abord de travailler avec des entreprises françaises avec des gros pourcentages, de travailler avec des PME et des startups. Et tout ça, c'est souvent des startups. Merci. Alors Mouez, vous avez connu les Jeux de Londres. Et puis vous m'avez dit, les Jeux de Londres, c'était quand même... en plus, vous étiez tout à fait partie prenante dans ces Jeux et c'était pour vous une expérience assez incroyable dont vous allez nous parler. Et vous m'avez dit aussi, les Jeux de Paris, c'était encore un autre stade. Donc, expliquez-nous, sans chauvinisme aucun, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, mes premiers jeux étaient ceux d'Athènes. Et ceux d'Athènes, les Jeux d'Athènes, quand j'ai le souvenir, lorsqu'on est arrivé au village olympique, après les JO, donc nous c'était la partie para, il y a 3 semaines entre les deux événements. Le village tombait en ruine. Ce village devait servir d'héritage justement pour la population dans les mêmes... on avait des dégâts des eaux, les portes, c'était vraiment surprenant d'arriver dans ces conditions-là. Tout a été fait dans des conditions tout à fait contestables. Et puis, il y a eu Londres, avec l'épisode 2005, j'y étais dans la mairie de Paris, où on soutenait la candidature, et puis ça a été la douche froide, malheureusement, puisque notre ami Tony Blair a bien mené sa barque, et il nous a piqué les Jeux de 2012. C'est pas plus mal, parce que ceux de 2024 donc en termes de mindset sur l'éco-responsabilité dans sa globalité, aussi bien sur le volet environnemental mais également sociétal, et dans ce qui nous concerne, nous athlètes para, c'est l'impact que ça pourrait avoir pour les personnes en situation de handicap dans un pays. On a posé le cadre, et puis lorsqu'on voit comment le handicap est traité en Angleterre, j'ai beaucoup d'amis anglais, et comment la société traite le handicap et la place du handicap dans la société anglaise, on peut... Bon, ce sont nos amis anglais, on est souvent, dans le domaine sportif, des rivaux. En revanche, on peut leur reconnaître cette réussite. Cette réussite, parce que c'est la première fois que j'ai assisté à une épreuve paralympique, un stade, 80 personnes pour une finale d'athlétisme paralympique. Il n'y avait pas de différence entre la finale qui s'est déroulée 3 semaines avant. Et lorsque mes amis anglais me font part de leur vie au quotidien et sur la prise de conscience, cette fameuse prise de conscience de la part de la société, ils n'étaient plus considérés comme simplement des citoyens handicapés, mais tout simplement comme des citoyens comme n'importe qui. Et puis les Jeux de Paris sont arrivés, et là, Paris a vraiment changé le prisme de l'olympisme, de la manière d'organiser un événement. Et Paris a permis cette communion entre, comme je le disais tout à l'heure, entre tout le peuple français, mais il y a une frange de ce peuple français qui sont les 12 millions de personnes en situation de handicap dans notre pays, sur qui les projecteurs, grâce au JO, mais plus particulièrement grâce au para, il y a eu un regard différent, mais un regard plus attentionné, plus de considération. Et tout l'enjeu aujourd'hui dans le cadre de cet héritage, c'est que ça ne s'arrête pas. Parce que si on a fait tout ce qu'on a fait pour passer à autre chose, les 10 années qu'on a commencé à rattraper sur nos amis anglo-saxons, on va les perdre en quelques semaines. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il faut se rendre compte de ce que la France a vécu, ce que les citoyens en situation de handicap ont ressenti en termes d'émotion, en termes de considération. Ça ne doit pas s'arrêter
parce que les jeux sont terminés, parce qu'il y a une question de budget, parce qu'on doit passer à autre chose, parce que la vie reprend. Mais c'est pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer une société, une nation, si elle ne tient pas dans ses priorités l'environnement, l'égalité femmes-hommes et le handicap dans sa globalité. Parce qu'une nation qui met sur le banc de côté, sur le banc de la route, 12 millions de ses citoyens ne peut pas se considérer comme être une société civilisée. Et ça, c'est fondamental. Oui, puis on parlait aussi ensemble de finalement 100% des citoyens qui un jour ou l'autre se retrouvent avec des béquilles, avec un fauteuil, avec bien sûr, et puis le handicap, mon temporaire. handicap, il est visible, mais savez-vous que sur les 12 millions de personnes en situation de handicap en France, 80% sont en situation de handicap invisible. Donc, quel message on leur envoie si, oui, c'était bien cette petite période estivale où on vous a mis un coup de projecteur, maintenant, circuler, il n'y a plus rien à voir. Merci Moïse. Et du coup, j'ai une question pour vous, Jean-Baptiste Blanc, au sujet de ce que vous évoquez, Moïse, ces dynamiques collectives. Est-ce que vous les ressentez au Sénat, à l'Assemblée, notamment dans cette période après les Jeux, et comment vous pouvez vous en saisir pour peut-être accélérer un certain nombre de sujets. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel que vous pouvez utiliser? Ah oui, bien sûr. On souhaite tous que l'esprit des Jeux perdure. Et on attend le discours du Premier ministre la semaine prochaine pour en avoir la confirmation. Les citoyens en situation de handicap l'attendent avec impatience, je vous assure. Mais il l'a dit, donc je pense qu'il va le confirmer. Concrètement, au Sénat, donc, il y a des commissions qui travaillent sur les JO et l'après-JO qui vont faire ce travail-là, qu'on fait ce soir, pour un peu évaluer, parce que c'est une fonction importante du Parlement que celle de contrôler l'activité publique. Donc en l'espèce, les JO, c'est quand même un très gros dossier. Donc ce travail va se faire et on souhaite que ça perdure. Et dans mon domaine, donc un tout petit domaine de l'urbanisme et de l'environnement, voilà, on se réjouit déjà de ce que les JO, ce soit plus que ce que vous avez décrit à Athènes, mais on prenne en compte les enjeux de l'époque, soit responsables et même innovants, comme ça a été le cas. Et je souhaiterais terminer le propos par ce qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on a évoqué en préparant la table ronde, c'est l'aspect environnement particulièrement. Donc je note que les enjeux de l'eau ont été particulièrement pris en compte. Et ensuite, il faut qu'on parle aussi des 6 hectares, mais c'est peut-être plus d'espaces verts. Donc sur le sujet de la renaturation de la biodiversité, donc les JO ont été aussi exemplaires. Donc c'est quand même fort d'avoir non seulement un événement responsable, mais un événement innovant et qui soit très respectueux de l'urbanisme et de l'environnement à ce point. Donc je pense qu'au Sénat, c'est cette matière-là qui va être travaillée, qui va nous inspirer. Et en fait, au Sénat, on n'est plus sur l'égalité des territoires aussi. Donc on dit maintenant, vu les territoires, on veut la même chose partout. Ça, c'est notre sujet. Est-ce que les finances publiques vont le permettre? On ne sait pas trop. On va attendre de voir ce que nous dit le prochain projet de loi de finances. Mais c'est un autre débat, ça. Donc un héritage immatériel considérable. Il y a l'héritage matériel qui est limité à ce qui a été produit pour les compétitions, pour accueillir les athlètes et les spectateurs. C'est l'héritage immatériel. Michel, vous voulez dire un mot là-dessus? L'immatériel, il est, je l'espère, dans l'esprit qu'on va pas perdre. Dans un certain nombre de process, de méthodes, etc., comme vous disiez, on a réussi à accélérer les choses, donc il ne faut pas non plus le perdre de vue. Mais tout ce qu'on a fait, et tout le monde a insisté beaucoup sur la formation, je le disais tout à l'heure, les messages qui ont été passés. C'est la première fois que dans les JO, il y a même une campagne
je sais pas si vous l'avez en tête, où il y avait les mascottes là, qui triaient, qui prenaient leur gourde. C'est une grande innovation. On n'a pas Hugues à la parlé. sienne. Exactement, on n'a pas parlé de tout ce qui concerne le recyclage, etc. Sur tout ça, il y a eu beaucoup de messages. Il y a eu beaucoup de messages et une campagne de communication sur le sujet qu'il ne faut pas qu'on perde non plus. Il faut qu'on continue à faire fonctionner. Voilà, il y a tous ces éléments-là, ils ne sont pas forcément mesurables, mais ça fait partie avec l'égalité homme-femme, on n'en a pas parlé, mais effectivement, beaucoup de travaux, beaucoup de choses qui ont été faites pour que tout se fasse de manière équilibrée. Et puis, bien sûr, le handicap, a commencé par nos 2 mascottes qui étaient les 2 dans le bain des JOP, voilà, et de bien traiter les 2 en même temps. Hugues ? Oui, sur la question des gourdes, je les ai amenées parce que c'est pour vous raconter. Alors, effectivement, il y a celle-ci, c'est celle qui est donnée aux athlètes au tournoi de tennis de Bercy. Il y a la même pour Roland Garros. Et c'est pas si évident que ça parce que la FFT a été précurseur et depuis 2021, elle organise les internationaux de tennis sans bouteilles plastiques jetables. Alors c'est pas le nombre de bouteilles plastiques utilisées par les athlètes qui est énorme, mais comme le disait Michel tout à l'heure, c'est une question d'exemplarité. Alors pour les Jeux, on n'a pas été capable de faire ça partout. Pour l'athlétisme, il y a des raisons d'organisation et tout ça, et donc c'était compliqué. Mais en tout cas, chaque athlète a eu 2 gourdes. Ils pouvaient les utiliser. On s'est assuré qu'il y avait des points d'eau partout. Donc et pour les spectateurs, effectivement, c'était important. Il était possible de rentrer dans les stades et dans les salles avec des gourdes de moins de 75 centilitres. Enfin, 75 centilitres ou moins, et pas en verre. Mais il y a eu une réunion interministérielle pour statuer là-dessus, parce qu'il y a des enjeux de sécurité. Et donc, ça fait partie de ces choses qu'on espère pouvoir garder pour que il n'y ait pas, quand vous allez au spectacle, souvent, on doit laisser sa gourde au départ, à côté. Mais alors, celle-ci, c'est la bonne surprise, et ça, c'est un peu sur l'héritage et sur la suite. C'est Los Angeles Department of Water and Power. Figurez-vous que Enedis, qui a été un acteur majeur pour réduire les groupes électrogènes et dans les innovations aussi au-delà des stades, il y a eu un financement qui a été mis en place pour que les collectivités locales, et il est accessible partout en France. Si vous avez une place du village sur lequel il y a des événements réguliers, souvent, que ce soit des événements sportifs ou culturels, les gens viennent avec un groupe électrogène. Mais là, et puis, est-ce qu'un branchement temporaire d'Enedis, c'est peut-être particulier. Là, on a trouvé un financement de France 2030 pour cofinancer la mise en place de bornes événementielles qu'on peut enterrer dans le sol. Et donc, quand vous avez un événement, on sort la borne et les gens se branchent directement là. Et comme on a de l'électricité bas carbone, c'est pas mal. Et bien donc, c'est marrant parce que Enedis partageait cela avec Los Angeles. C'est vrai qu'on a un petit doute sur la capacité de Los Angeles à faire aussi bien en termes d'environnement. Mais figurez-vous que j'ai participé à leur réunion et ils se sont montrés très intéressés parce que eux, il se trouve que là-bas, c'est à la fois water and power, enfin l'eau et l'énergie. Et donc, ils se sont montrés très intéressés par évidemment ces bornes événementielles, mais aussi par tous les points d'eau qu'il y avait. Et ils m'ont donné une gourde. Donc, je trouve ça sympa. Et donc, on verra combien il y aura de plastique à Los Angeles. Mais en tout cas, c'était plutôt bon signe. Et très réussi. Merci. Je pense qu'il est temps de passer peut-être aux questions de la salle. À moins que vous ayez encore un mot à dire, on passe aux questions. Non ?
Je voudrais aborder quand même l'héritage social des Jeux Olympiques dont on a finalement peu parlé au-delà de l'inclusivité des personnes handicapées. Et une question très simple en réalité. Est-ce que, c'est plutôt pour Moez, mais les autres n'hésitez pas à répondre, est-ce que vous pensez qu'on a mis des gens au sport, beaucoup de gens au sport cette année? Eh bien, ça fait partie des... On ne l'a pas évoqué, c'est vrai, vous avez raison, ça fait partie des sujets à surveiller dans le cadre de cet héritage. Parce on a mis en place un dispositif 30 minutes de sport, mais là aussi, hein, le régalien a son rôle à jouer pour faciliter l'accès au sport à tous ceux qui en sont éloignés, mais également les personnes en situation de handicap. J'en fais pas une fixette, je vous assure, c'est la population la plus éloignée des activités sportives. Donc, mais ça fera partie des sujets dans le cadre de l'héritage que nous allons surveiller de très près. Ça et d'autres sujets, mais on est là pour être constructif et aussi pour améliorer la situation et les conditions de tous les citoyens français. Et la pratique sportive, elle est bénéfique à la fois pour le corps mais aussi pour l'esprit, parce qu'on a tous des activités diverses et variées. Faire une séance régulière permet aussi de gagner en termes de santé, d'espérance de vie, de rythme cardiaque, et c'est vraiment quelque chose que nous allons suivre. Et il y a tout le dispositif des clubs para-accueillants. Exactement. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est important, effectivement, on l'a dit, c'est pas que pour les 12 millions, en fait, parce que ça apprend énormément. On a vu toutes les démonstrations où les gens pouvaient se mettre dans un fauteuil pour voir. Et puis, de toute façon, vous êtes moi, je suis allé voir quelques épreuves. C'est quand même incroyable. Et ce dispositif de club para-accueillant, c'est vraiment important. Donc, on a déjà vu, sinon, énormément en particulier sur le ping-pong et la natation, énormément de clubs qui sont complets. Mais il y aura un enjeu effectivement financier aussi dans certains cas. Oui, et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, cet enjeu-là, enfin l'enjeu de la pratique sportive, je pense que la question de Luc, c'était plutôt sur la pratique sportive pour tous les citoyens français, pas que sur la partie handicap. Mais comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le Comité paralympique français a anticipé l'héritage de Paris 2024 en créant les clubs inclusifs. Donc, c'est-à-dire que sur tout le territoire, vous avez 3000 clubs inclusifs qui ont été créés dans un premier temps pour permettre... Moi, en tant que président de club d'escrime, je suis président d'un club d'escrime et non pas d'un club d'escrime handisport. En revanche, il y a une section handisport, il y a une section sport santé. Donc voilà, et c'est ça même, l'un des héritages de Paris 2024, c'est de pouvoir créer et favoriser la rencontre de tous les Français, quelle que soit leur situation. Mais comme ça a été dit, il faut le suivre, faut le vérifier. Et ça, c'est un point important, je trouve. À la limite, peut-être on en fait un peu trop. Il y a un nombre de structures qui vont faire des évaluations de tous les sujets dont on vient de parler, qui est quand même très important. Alors, on a parlé des parlementaires. La Cour des comptes a fait des rapports sur le sujet déjà en avance pour suivre la manière dont les choses se passaient, et on fera forcément un après. Et après, on en parlait avec Hugues. L'ADEME a toute une liste d'évaluations à faire. Il y a plein d'autres organismes qui sont censés en faire. Enfin, on va avoir beaucoup d'évaluations, mais là, il faut que les citoyens soient attentifs à les utiliser, parce que si on fait des évaluations de personnes aînées ou personnes sans servir, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais en tout cas, sachez qu'il y a plein de choses qui vont arriver et qu'il va falloir utiliser pour voir si on va au bout, si on continue, si on améliore le système. Rectifier, bien sûr, on s'en sert pour rebondir, pas juste pour faire des rapports. Ouais, alors l'ADEME, en fait, je me suis mal fait comprendre tout à l'heure, elle va accompagner le mouvement sportif et parasportif dans la transition écologique. Et d'ailleurs, on a une réunion à la Maison du Handball mardi prochain, le 1er octobre, avec le ministère des Sports, le CNOSF et le CPSF, pour avancer là-dessus. Et effectivement, sur les études d'impact, il y en a sur l'accessibilité, il y en a sur le bilan carbone, il y en a sur la biodiversité, il y en a sur l'urbanisme. Et effectivement...
bon, c'est des dispositifs qui sont importants pour suivre ce qui a pu marcher et pas marcher, mais effectivement l'appropriation par les citoyens sera important. Donc il y en a sur le 30 minutes, sur nager en Seine-Saint-Denis, parce qu'effectivement c'était un des enjeux. Il y a beaucoup de piscines qui ont été construites ou rénovées. Il y a eu le centre aquatique olympique, mais il y en a d'autres. Et donc tout ça sera suivi sur le long terme. Et sur l'urbanisme en Seine-Saint-Denis, c'est avec l'Institut Paris Région, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est une démarche qui durera jusqu'en 2030. Bonsoir, déjà merci beaucoup. Quand j'entends un héritage, je suis un peu obligée de penser aux JO d'hiver de 2030. Comment vous pensez en fait que tout ce qui s'est passé en 2024 va pouvoir en fait aider les organisateurs en fait des JO 2030 quand on sait toutes les difficultés qu'il y a autour du réchauffement climatique, notamment dans les montagnes, etc. Est-ce que vous pensez qu'on va être capable en France de nouveau de réinventer les Jeux, mais cette fois d'hiver? On pourra se servir de certaines choses, tout ce qu'on disait, anticipation, etc. Bon, après, c'est vrai que c'est un contexte tellement Et différent. innover, ça fait partie de c'est notre ADN d'innover. Là, tout le monde se gargarise de la réussite de Paris 2024, mais je rappelle qu'il y a des millions de sceptiques avant la veille de la cérémonie d'ouverture. Et quand on voit le résultat, certains peut-être sont dans cette pièce, hein, mais nous sommes capables aussi de changer d'avis et surtout de reconnaître une réussite et une fierté française. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse innover pour préserver l'environnement. On ne va pas faire les Jeux d'hiver à la mode Pékin il y a quelques années, ou encore moins Sochi, où il a fallu raser des dizaines et des dizaines d'hectares pour construire une autoroute. Donc, c'est sûr qu'on ne le fera pas dans ces conditions. Et on innovera pour préserver l'environnement. Mais je sais pas où on trouvera la neige. Mais on fera ça bien. Il y a un des soucis, c'est que sur le plan des infrastructures, justement pour les territoires ruraux, ce qui aurait été pas mal, c'est d'avancer sur les questions de transport sur la ligne Marseille-Briançon. Et en fait, ça... on a réussi là à Paris la ligne 14, mais le Roissy Express qui était prévu au début, en fait les infrastructures de transport ça met énormément de temps, et autant on a réussi à faire les passerelles, le canal, un certain nombre de choses comme ça. On a enterré pour vous dire, on a enterré une ligne à haute tension. Donc là, effectivement, pour l'instant, sur les JO 2030, je dis ça à titre personnel, hein, je n'engage pas le gouvernement là-dessus, on a du mal à voir ce qui peut permettre d'être gagnant-gagnant sur le plan de l'environnement. En tout cas, il y aura forcément cette question et on l'a déjà fait pour les championnats du monde du ski qui ont eu lieu à Val d'Isère l'an dernier. Il y a déjà eu beaucoup de groupes électrogènes qui ont été... on a réduit le nombre de groupes électrogènes, donc il y aura ça. Mais sinon, ce sera plus difficile. Il y a la question de l'eau avec la neige artificielle, avec certaines épreuves où les fédérations internationales de ski demandent de la neige artificielle parce qu'elle est plus stable pour faire les descentes. Donc tout ça est sans doute très compliqué. Et ce qui a été quand même conçu, c'était de répartir un peu les épreuves et de réutiliser. Ça, c'est quand même un peu ce qui est prévu. Et puis sur la patinoire à Nice, ça peut choquer parce que Nice fait chaud, mais en fait c'est un peu comme Arena La Défense. Ce sera surtout une salle de spectacle qui sera ponctuellement une patinoire, quoi. Mais bon, en tout cas, le dossier n'est pas encore totalement finalisé. Et effectivement, là, c'est une course de vitesse maintenant qui s'engage avec 2030. Mais je suis sûr que le Premier ministre a ça dans un coin de sa tête, puisque on ne l'a pas dit tout à l'heure. Tu as dit qu'effectivement, la Coupe du Monde de rugby, il y avait déjà pas mal de choses de faites. Mais dès 92, cette question-là avait été aussi prise en compte. Question, oui. Petite question urbanisme.
Lorsqu'on parle souvent de sobriété, on dit, on pense notamment aux matériaux et au coût de production. Mais on prend jamais dans l'équation le beau. J'entendrais que, par exemple, le Paris haussmannien est vachement, est quelque chose de très joli, comparé à, par exemple, je sais pas, un Centre Pompidou qui est pas très durable et qui est pas très joli. Est-ce qu'on pourrait pas prendre plus en compte la considération du beau dans la sobriété, dans le sens où faire quelque chose de beau est souvent plus durable parce qu'on va plus en prendre soin. Voilà. Après, le beau, c'est très relatif. Le centre aquatique à Quand Saint-Denis, il est on beau. quand on a construit le Paris haussmannien, les gens rouspétaient, et c'est rien de le dire, parce qu'on a rasé tout un tas de trucs qui étaient aussi très très belles. Voilà, donc bon, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas faire des trucs cheap et qui sont là pour pas durer, et on en a fait un certain nombre, je suis bien d'accord. Mais après, je suis d'accord que haussmannien j'aime bien, mais bon, voilà. Si ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut intégrer aussi le fait de faire des choses qui soient agréables et qui fassent plaisir et dans lesquelles on se sente bien, oui, bien entendu. Mais quand on a construit nos cités qu'aujourd'hui on voue hégémonie, à l'époque, c'était ce qu'on pouvait faire de plus beau, c'était le plus moderne, on s'inspirait de la cité heureuse, voilà, c'est très difficile. Enfin, la question que vous posez, je la comprends, c'est bien de s'en préoccuper, et bien entendu. Mais c'est très difficile de savoir ce que ça va être le beau et qu'est-ce qui va rester beau. Et puis heureusement, le beau évolue aussi. Voilà. Objectivement, Paris Haussmann, ça fait 150 ans que ça existe. Pardon ? Les bâtiments haussmanniens, ça fait 150 ans que ça existe minimum. Oui, mais le fait que ça existe, c'est pas pour ça que c'est beau. Je veux dire, c'est quand pas la même, même chose. Entre un brutalisme et un Paris Haussmann, objectivement, c'est quand même plus joli. Oui, moi je suis d'accord avec vous, mais je sais que tout le monde ne l'est pas forcément, et je vous assure, quand vous allez voir ce qui a inspiré le brutalisme, etc., et qui était Le Corbusier et tous les gens qui étaient autour, c'était le summum du beau à l'époque. Bon, moi je suis pas très sensible à ça, je le reconnais, mais voilà, et je vous assure que si vous me remettez à l'époque où on a fait l'haussmannien, à l'époque on a rasé des trucs, quand on regarde maintenant on se dit mais c'était très 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 beau ce qu'il y avait avant. Bon, voilà. Ouais. Non, avec le recul, on peut se dire que même au niveau de la dimension touristique, Paris tire énormément de son tourisme de ses bâtiments haussmanniens, et donc a engrangé énormément d'argent comparé à ce qu'aurait fait Le Corbusier à Nice ou je ne sais où. Ça, c'est sûr que les cités qu'on a tout autour, elles sont pas faites pour faire du tourisme, ça c'est clair, c'est sûr. Pas encore en tout cas. Là, on va le voir, et c'est pour ça que l'étude d'impact de l'urbanisme va durer jusqu'en 2030. Donc on ne peut pas encore aller au village parce qu'il va être repris, mais je vous engage à aller au village en 2025. Il y a une certaine densité, mais il est construit avec un accès à la Seine. C'est Dominique Perrault qui a dessiné le plan maître du village. Après, les bâtiments... voilà, c'est subjectif, mais ils sont, en tout cas à l'intérieur, il y a systématiquement un petit balcon, voilà, et on verra comment ils vieillissent. À Londres, en tout cas, le quartier du village olympique est devenu très, comment dire, à la mode. Là, c'est compliqué parce que c'est un des enjeux aussi, c'est des quartiers populaires et les enjeux de gentrification sont là. Mais c'est vrai qu'il faut naviguer entre tous les deux. Il y aura des habitations à loyer modéré, donc on gardera une certaine mixité. Mais il est probable, en tout cas moi, si j'avais à parier, je pense que avec la ligne 14, les lignes 15 et les 16 qui arrivent, l'accès à la Seine, c'est ça qui est incroyable. Je ne sais pas si vous étiez allé dans cet endroit-là, c'était des friches. Moi, je me souviens être allé à la Cité du Cinéma avec mes enfants pour aller voir une exposition d'Harry Potter. Je ne savais même pas qu'il y avait la Seine, en fait, parce que c'était pas
c'était pas accessible, alors que là, vous verrez, vous descendez de la ligne 14 de Pleyel, là, de cet hôtel. Déjà, c'est un hôtel 4 étoiles qui a été construit, qui a été la tour Pleyel est maintenant un hôtel 4 étoiles. Et vous descendez jusqu'à la Seine. Il y a une passerelle qui permet d'aller à l'île Saint-Denis. Avant, c'était une ligne à haute tension de 225 000 volts. Donc voilà, tout ça. Et en tout cas, on peut être. La ligne à haute tension, elle n'était pas belle. Ça, je pense que c'est objectif. Mais vous craignez que le village soit moche ou c'est une réflexion dans l'absolu? Non, mais je dis juste que faire des choses beaux permet souvent d'être plus d'être plus dans la sobriété qu'autre chose en fait. Finalement, si on regarde, je sais pas, un Panthéon, ça fait tellement d'années qu'il est là, on a fait quelque chose de beau, ça fait du tourisme et c'est plutôt utile quoi. Tandis que je sais pas, on va pas forcément aller visiter le centre, je prends le cas du centre Pompidou, mais le centre Pompidou il sera pas là dans 200 ans quoi. Et donc finalement, ça aurait été plus durable de faire un Panthéon qu'un centre Pompidou. Oui, mais à l'époque, on trouvait que c'était bien de faire le centre Pompidou. Moi, je suis d'accord, j'aime pas. Mais bon. Non, reprendre, ça veut dire, ce que dit Hugues rapidement, c'est que effectivement, on n'a pas eu le temps de montrer. Tu peux peut-être montrer, tu avais le dessin. Les appartements ont été... c'est de l'aménagement d'intérieur. Pour la partie olympique, les appartements, il n'y avait pas de cuisine, par exemple. Il y avait des chambres et un salon. Parce qu'ils ne faisaient pas leur cuisine. Mais en revanche, bien entendu, quand on vend l'appartement, on le vend avec une cuisine. Et donc, tout ça, c'est ce que disait le sénateur. On a prévu de... Si, voilà, c'est ça. On a prévu l'évolution. À l'écran, oui, faut peut-être appuyer sur F5 ou un truc comme ça. Ouais, c'est-à-dire... Ouais, et c'est une innovation aussi. Il y a une cloison amovible, en fait, qui permettait de... donc, effectivement, il n'y avait pas de cuisine. Il y avait... ça projette ou pas? Non. Bon, ok. Mais il y avait la salle, la cuisine salon était coupée de manière à ce qu'il y ait une chambre de plus, ce qui a permis de construire moins. Et la cloison, c'était une innovation Saint-Gobain. C'est une plaque de placoprate, mais qui est amovible. Et là, plutôt que de la recycler, parce qu'on sait recycler du placoprate, on peut la réutiliser directement. Et vous en parliez tout à l'heure, et j'en ai pas parlé, j'en profite pour parler. À la fois, les matériaux de déconstruction des friches ont été réutilisés, je crois, à 95%. Donc justement pour le béton bas carbone ou des choses comme ça. Et effectivement, ces cloisons-là seront enlevées et seront réutilisées dans d'autres projets immobiliers ailleurs. Donc c'est ça, quand on dit il faut le reprendre, c'est ce genre de choses. Et puis pareil pour les bureaux, bien entendu, les immeubles qui vont servir de bureaux ont servi pour faire des chambres et vont être transformés en bureaux. Donc ça prend un petit peu de temps de faire ces évolutions. Ça a commencé déjà sur l'île où on n'avait pas d'athlètes para-olympiques, et puis maintenant ça continue sur le reste du village, et normalement ça se termine au printemps ou à l'été 2025. Ah oui, le pont, lui, il existe, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, il y a un mur anti-bruit quand même qui a été construit. C'est un des 70 ouvrages olympiques. Et quand même, alors comme ouvrage et en termes de tourisme et tout ça, il y a la nef de l'île des Vannes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était le zénith des années 70. Il y a eu des concerts historiques qui a été rénové. Donc ça, c'est au sud de l'île Saint-Denis qui a été rénové. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, parce que c'est un bâtiment qui est très beau. Il a servi de site d'entraînement, et il pourrait y avoir des concerts, et il y aura aussi du sport. C'est un bâtiment. C'est projeté ou pas? Ouais. Du coup, c'est ce bâtiment. Ouais, il faut que tu fasses CTRL L et ça va. Ouais, CTRL L, ça va. Ah non, c'est là, si tu vas là, plein écran. C'est celui-là, là. Alors vous le voyez pas beaucoup, mais voilà. Et en tout cas, croyez-moi, il est beau. Je pense qu'on va
intervenants. Merci pour vos questions également. Merci. Merci. Le spectacle du monde ressemble à celui des Jeux Olympiques. Les uns y tiennent boutique, d'autres paient de leur personne et d'autres se contentent de regarder. Un pronostic? Emmanuel Macron, non, ce n'est pas Emmanuel Macron. Il est plus ancien et il restera peut-être tout aussi célèbre. C'est Pythagore. Pythagore, voilà. Il est très ancien. Donc retour en Grèce. Voilà, donc... Donc moi, ce que je retiens aussi des échanges, c'est que cet héritage sera ce que les citoyens en feront. Voilà, et donc parmi ceux que Pythagore avait identifiés, il y en a qui paient de leur personne, et donc c'est ceux qui paieront de leur personne qui en toucheront les dividendes. Et tout cela, c'est pour notre futur à tous. Merci à tous, bonne fin de soirée.